Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà embarqués pour un petit voyage d'1 heure et demie absolument passionnant. Donc à la fin, vous aurez 20 minutes, une demi-heure de questions. On s'arrêtera avant. Donc jusqu'à 10h30 sur des regards croisés sur l'intelligence numérique et collective comme facteur d'innovation, qui est notre donc, thème 2019. Alors, un petit panel passionnant que je vais présenter. Donc Laurent Choucroune, tu peux saluer le public donc, de Synergie Family qui mène une expérience à Marseille absolument extraordinaire, avec des jeunes notamment. Tan, ma complice de 30 ans déjà. Femme extraordinaire qui a quitté le lustre et le luxe de McKinsey pour s'embarquer dans Genius, puis les Crapauds Fous, à laquelle on doit plein de petites choses comme Wikipédia, comme les BZ, les écoquartiers, voilà. Donc une des pionnières de l'impact. Jacques François aussi un pionnier du numérique. Il vous racontera sa vie parce que moi il me faut un petit quart d'heure pour expliquer ce que c'est que Fing. Et puis Audrey Vermeulen qui représente la jeune génération avec cette incroyable initiative du laboratoire collectif d'intelligence artificielle ou d'intelligence collective artificielle, je crois, l'ICA. Donc je m'appelle Thierry Brunel, je suis président de la Fondation des Guépards. Moi, mon premier contact avec l'intelligence collective, c'est quand il y a quelques années, j'accompagnais Cédric Villani avant César et à l'Institut Henri Poincaré, qui est un endroit absolument magique. Vous avez des jeunes de 18 ans qui refont le monde à la cafette sur un grand tableau blanc. Et je regardais Cédric faire ses MOOC et il mettait 3 heures pour faire 1 heure de cours. Et puis je suis allé discuter avec un de ses assistants, il m'a expliqué que plus de 5 millions de mathématiciens les plus brillants dans le monde suivaient ses cours. Donc voilà, 3 heures de Cédric égale 5 millions de mathématiciens pendant 1 heure qui avancent la recherche. Donc ça, c'était le début de l'intelligence collective avec la recherche. Et puis j'ai discuté avec Tan. Et puis elle m'a raconté l'aventure de Wikipédia et je l'ai laissé se présenter sur l'intelligence numérique et collective, son parcours, puisque Tan, maintenant, on a tous les deux largement passé un certain âge, on va dire. Et donc, tu as vu un peu de pays depuis? Oui, bonjour à tous. Je salue quelques personnes que j'ai rencontrées avec plaisir ici, notamment Karine, qui m'a raconté qu'on s'était rencontrés chez McKinsey il y a plus de 30 ans. C'est assez drôle, Karine Gestin, je ne sais pas si vous la connaissez, tu peux lever le bras. Voilà. Voilà, donc l'histoire fait que... Vous n'avez pas vieilli, les filles. La Croix-Rouge, etc. C'était hier. C'était, voilà, quelques temps. Donc moi, mon histoire, rapidement, c'est que effectivement, j'ai fait l'école des mines un petit peu en avance, on va dire. Ce qui fait que McKinsey m'a recruté quand j'avais 22 ans. Et à 30 ans, j'étais la première femme partner. Et en fait, la plus jeune aussi, je crois, effectivement. Et du coup, ça m'a donné pas mal de clés. C'était avant les années 2000. Et donc, pendant presque 15 ans, j'ai fait du business à un certain niveau. Karine m'a rappelé que je la dérangeais à 11h du soir pour vérifier les présentations aux clients. Voilà. Et en fait, ça m'a donné envie de faire autre chose. Et donc en 2002, j'ai quitté le monde des affaires pour partir dans une ONG. Et c'était déjà le début de l'idée de l'intelligence collective au croisement du numérique. 2002, si vous vous souvenez, c'est l'époque où le Web 2 n'existait pas. Le Web 2, pour simplifier, c'est l'émergence des blogs et des wikis. Avant, vous aviez des systèmes d'Internet qui ne permettaient pas d'intelligence collective puisque c'était fermé. Vous étiez obligé de passer par des webmasters pour écrire quelque chose en ligne. Et donc moi, à l'époque, j'ai fait le pari. Non pas des ONG, enfin, même si j'ai aidé beaucoup d'ONG à l'époque, la Fondation Nicolas Hulot, la Croix-Rouge, WWF, que j'ai transformé en Fondation Abritante, un travail intéressant à l'époque. C'est la deuxième Fondation Abritante qu'on a créée à l'époque. Et puis simplement de fréquenter le monde des fondations de ce côté-là, les ONG de l'autre, je me disais, il y a quelque chose qui manque dans l'accélération, c'est la technologie, en 2002. Et donc j'ai fait le pari de dire, si on met le numérique au service de tout ça, ça va aller plus vite. Et donc j'ai investi à l'époque, j'étais bénévole et je le suis toujours. Et mon idée, c'était d'aller chercher de l'argent dans les fondations, dans les gens qui pouvaient nous aider, mais de le mettre au service du partage des connaissances. Et j'ai donc croisé à l'époque les premiers hackers. Hackers, en fait, c'est pas forcément les gens avec des capuches qui font sauter des banques. Hein. C'est en fait des gens qui essaient de comprendre la connaissance et de la partager. Le premier hacker de l'histoire, c'est Socrate. Voilà, je le dis souvent, mais simplement la connaissance, on peut la partager. Tu peux expliquer? Pardon? Tu peux expliquer Socrate, hacker de l'histoire. Et c'est... parle tranquillement parce qu'on a 1 heure et demie. Ok. Alors, là-dessus, je ne me suis pas améliorée, hein, Karine, tu pourras dire. Toujours pareil. Oui, donc en fait, le hacker, tout simplement, il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus, notamment Pekka Immonen, qui est un chercheur finlandais. Le hacker, c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre ce qu'il y a dans un outil qu'il utilise et de l'ouvrir pour le réparer si ça tombe en panne. Et on parlera tout à l'heure du droit de réparer, qui est un sujet qui nous réunit tous ici. Donc dans cette idée, il y a eu au départ un monsieur qui s'appelait Stallman, qui s'est dit pourquoi est-ce que l'imprimante tombe en panne et que j'arrive pas à la réparer, ça m'énerve. Donc il a créé ensuite une fondation
Et de fil en aiguille, ça fait Linux, etc. Donc l'idée, c'est de se dire simplement, si vous voulez par exemple apprendre à écouter une musique ou même jouer du piano, quelque part, vous êtes en train de rentrer dans cette filière du hacking, c'est-à-dire de maîtriser quelque chose qui vous plaît. Et donc Socrate, c'est le premier qui a dit, après tout, quelque chose qui est utile à la planète entière. Pourquoi est-ce que je garde que pour moi? Donc c'était à l'époque les sophistes, du côté des Grecs. Donc le premier qui a dit le savoir devrait être donné à tout le monde gratuitement, c'est Socrate. C'est pour ça que je dis le premier hacker, c'est Socrate. Alors ensuite, tu écris Des abeilles et des hommes. C'était en quelle année? Alors, et pourquoi? Tu veux me faire passer pour un mammouth ou quoi? Non, ça va, t'as pas le profil. C'est plutôt moi, ça. Ou Jacques-François. Donc, tu pèses dans le milieu. Bah, c'est mignon tout ça, mais... Donc, on ira faire un peu de gymnastique après. Donc, l'idée, c'est que... Donc, à partir du hacking, l'idée, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à aider des fondations bénévolement, donc il y a eu aussi le CRI, puisqu'il y a Bénédicte qui est là-bas, le Centre de recherche interdisciplinaire, je me suis intéressée à tous les gens qui partageaient la connaissance. Vous voyez l'idée. Donc après, tous les projets que j'accompagnais bénévolement, c'était de dire, si je vous aide, que ce soit le VF ou Nicolas Hulot ou autre, c'était de dire, bah, je vous aide bénévolement, mais derrière, je veux récupérer la connaissance et la donner à tout le monde. Donc on m'a dit, tu es une abeille en fait. Ce que tu fais, c'est que tu pollinises. Donc voilà, j'aurais dû prendre mon t-shirt jaune. Alors oui, non, arrête-toi 2 secondes parce que la pollinisation, c'est au cœur de notre sujet de ce matin. Explique un petit peu parce que tout ce que... Non mais peut-être on peut partir de BZ et comment tu as pollinisé l'expérience des quartiers et puis ensuite parler un peu des Fab Labs et ce que tu fais faire en ce moment en Asie avec les téléphones très peu chers et tout ça. Oula. Donc pour faire court, l'idée au départ, le but déjà, la vision, c'est qu'est-ce qui peut faire avancer le monde. Je crois que vous partagez tous cette vision. Il y a plein de problèmes, il y a les 17 SDGs, etc. Et il y a donc le problème de l'équité, il y a le problème de l'écologie, il y a plein de problèmes d'accès à la connaissance, et il y a aussi un problème, bien sûr, de moyens financiers. Donc moi, ce que je me suis dit à l'époque, c'est qu'en 2002, quand j'ai commencé, c'était l'enjeu de Johannesburg, l'écologie. Donc j'ai hacké l'écologie en disant, si j'accompagne les écoquartiers, c'est pas pour en faire un ici à Londres, c'est pour reprendre le modèle et le donner à tout le monde. Vous voyez l'idée, c'est très simple, c'est faire Wikipédia appliqué, on va dire, aux écoquartiers. Puisque j'avais déjà contribué au Wikipédia et autres, je connaissais un peu les recettes du numérique qui permet d'ouvrir la connaissance et de la donner à tout le monde. Là, vous me suivez? C'est cette idée de partage des connaissances, pollinisation. Donc l'écoquartier que j'ai repéré à l'époque, c'est BZ à Londres. C'est le premier écoquartier du monde qui, à l'époque, avait 250 habitants sur 80 logements. Ils avaient réduit l'empreinte écologique de moitié. Et je bossais déjà à l'époque avec les gens qui avaient inventé l'empreinte écologique. C'est Mathis Verkernagel. Donc j'ai dit aux gens qui avaient fait BZ, chiche, je vous emmène plein de gens, l'ADEME, le gouvernement, etc., des fondations. Les apprentis d'Auteuil, d'ailleurs, je crois qu'il y en a dans la salle. Et je leur avais dit, vous venez avec moi, on va là-bas. Mais l'idée, c'est que si vous venez avec moi, on prend la connaissance, et ensuite on la met en ligne, on la partage pour aller plus vite. C'est toujours la même idée d'ouvrir la connaissance. Après, ça m'a amené sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est là qu'il y a les apprentis d'Auteuil, c'est Los Angeles. C'est la première ville française qui a dit on va faire pareil. C'est une ville qui est à côté de Lens. Il faut savoir qu'à côté, il y a Marine Le Pen, c'est le fief de l'extrême droite. Et avec Los Angeles, on a fait une démonstration sur pied, une preuve de concept. En anglais, on appelle ça un POC, Proof of Concept. Moi, j'appelle ça le Proof of Concept. On a plongé dedans, on a pris les gens qui étaient dans le Nord-Pas-de-Calais, on a fait une démonstration vivante, et aujourd'hui, tout le monde connaît beaucoup de gens connaissent Los Angeles. Les apprentis d'Auteuil, s'ils sont là, ils connaissent forcément le truc. Et donc, on a créé en France un démonstrateur avec l'ADEME d'une possibilité de vivre autrement, de manière durable. Après, ça nous amène, comme tu dis, jusqu'au maker. En 2008, vous connaissez l'histoire de la crise, l'arrivée de l'économie collaborative, Ticket for Change, WeShare. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont financé Ticket for Change, probablement, ou pas. Normalement, s'il y avait Arnaud de Minibus, mais voilà. Bref, donc j'ai à ce moment-là, en une quinzaine d'années, accompagné au moins une quarantaine de jeunes qui avaient du potentiel, et ça a donné ces projets qui sont assez disruptifs, dont certains ici maintenant témoignent. Alors, et la Chine, alors. Les mots-clés, chez toi, c'est le libre et le gratuit, qui sont un peu ton mantra. Alors, le libre et le durable. Pardon, lui, libre et durable maintenant, mais il y avait gratuit à l'époque. Donc explique-moi cette expérience en Asie incroyable, où tu mets à disposition des plus pauvres, et puis tu crées des emplois, on peut être finalement pour des gens qui sont démunis, mais ça, tu mets à disposition des plus pauvres les nouvelles technologies. Alors du coup, on fait une accélération, après avoir hacké donc, des écoquartiers. Explique juste ce que c'est qu'un Fab Lab, au passage. Hein. Ouais. Alors un Fab Lab, c'est un endroit où vous allez trouver des machines qui sont en libre service. Généralement, il y a quelques personnes qui savent s'en servir quand même, parce que si je vous mets à côté d'une imprimante 3D ou d'une fraiseuse, vous allez peut-être vous faire mal. Donc il y a des gens qui sont là, qui vont aider. Justement, l'idée d'avoir du libre, d'avoir des outils, c'est aussi d'avoir des gens qui vont vous aider à vous en servir.
Donc, la clé du modèle, c'est d'avoir une communauté apprenante autour de ces outils. Et un Fab Lab, en général, c'était au départ en 2004, ça a démarré au MIT, c'était lié à des universités. Aujourd'hui, les Fab Labs, vous avez ça dans toutes les villes. C'est un truc assez facile à financer parce qu'en fait, d'un point de vue technique, ça ressemble à des mètres carrés, une moquette bleue et des machines. Mais ce qui est très compliqué pour un Fab Lab, c'est d'avoir des gens qui vont vous apprendre à vous en servir. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus depuis 2008, à l'époque où l'économie classique s'est cassée la figure, pour mettre un peu partout des machines, des outils, pour que les gens puissent apprendre des savoir-faire de base. Donc on a commencé à l'époque avec des étudiants, plutôt licence, master. Au CRI, il y en a plein maintenant. Et ensuite, on a remonté jusqu'aux gens qui étaient handicapés. Et en ce moment, ce qu'on fait avec le Right to Repair, c'est qu'on prend des gens qui sont vraiment invisibles. On va pas déflorer, hein, notre petit joyau, mais en revanche, moi j'ai assisté à une autre expérience d'intelligence collective, puisqu'il y avait à peu près 20% d'écrits par toi et Cédric. C'est cet incroyable manifeste du crapaud fou qui a été écrit, je crois, à 34 personnes de 3 générations différentes. Tu peux nous expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas ça. C'est marrant parce qu'on rebondit l'un sur l'autre tout le temps, mais bon, je continue. Donc Fab Lab, je termine sur l'histoire, comment on arrive au crapaud fou. Donc de l'abeille qui pollinise, vous voyez le truc, juste pour mémoire, je l'ai écrit avec une préface de Nicolas Hulot avant qu'il devienne homme politique, et c'était un moment intéressant de se dire l'écologie pourrait devenir un partage des savoirs pour tous. Ça, c'était 2010. Donc ce bouquin est sorti en 2010 aux éditions Bayard. Je pense que vous connaissez les gens de Bayard. Après ça, donc les crapauds fous, ils arrivent là-dedans en 2016 avec Cédric Villani, qui est un copain, comme tu rappelles, effectivement 5 millions de mathématiciens. Donc moi je le connaissais depuis longtemps en tant que mathématicien, et on s'est dit, le problème c'est que tout ce qu'on fait là, ça va pas assez vite. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment des fois qu'on touche que les TLM, toujours les mêmes. Sentiment d'urgence. Ouais, on se dit, c'est les TLM qui vont venir dans l'écologie, ou dans le social, ou dans le handicap. On n'arrive pas à toucher les gens qui sont scotchés devant la Coupe du Monde de football, ou qui vont manifester dans les rues, ou les gilets jaunes, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde se dise, c'est mon problème? Avec Cédric, qui est un mathématicien, il me dit, mais Tan, t'es gonflé. Tu crois qu'on va changer le monde, nous, tous les deux, là? Et donc on est parti sur un pari. Il m'a dit on peut faire un manifeste, et moi en tant que mathématicien je te dis le problème est mal posé. Voilà, c'est parti comme ça. Et on s'est dit comment on fait pour toucher tout le monde, et il m'a dit on va faire un putsch médiatique. Moi je peux t'ouvrir la télé et les 80 personnes les plus sachantes de la planète. Ça allait jusqu'à l'Académie pontificale donc, des sciences. Et puis beaucoup de gens qui étaient dans l'intelligence artificielle et le numérique. Et moi de mon côté j'embrayais avec tous les gens qui m'avaient suivi jusque-là. Donc vous voyez l'idée, je pouvais toucher des gens qui avaient jusqu'à les jeunes, les start-upers, tous ces gens que vous financez typiquement. Et par contre, Cédric me disait, on va ensemble écrire un bouquin qui serait plutôt ouvert à tout le monde pour dire on peut faire un pas de côté. Donc le crapaud fou, c'est l'idée qu'avec un pas de côté, par rapport à un monde qui ne va pas bien, on peut peut-être apporter notre contribution. Lui avec ses 5 millions de gens qui le suivent, et puis moi avec tous les gens que je vous ai signalés, le Wikipédia, le modèle des écoquartiers, etc. Et les fondations. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, j'ai quelques fondations avec lesquelles je bosse aussi. Alors, voilà. On va passer à la jeune génération. Audrey Vermeulen, tu as cofondé cet incroyable lieu ou outil qui s'appelle le LICA, le Laboratoire d'intelligence collective artificielle. Donc, pourquoi tu as fondé ce bazar? Excellente question. Pourquoi? Ça répond bien à cette question d'urgence. En fait, le LICA est né d'un truc un petit peu fou, c'est d'une rencontre donc, des 6 fondateurs. On avait tous, dans nos parcours de vie, pris la décision de transformer ce que l'on faisait parce que ça avait moins de sens. À ce moment-là, je venais, il y a une semaine avant, de donner mon agence à mes employés, une agence d'architecture et de design, parce que j'avais décidé de vivre en économie du don. J'essayais l'intelligence collective dans mon équipe, ça prenait bien, et ça faisait des années que je réfléchissais au principe d'économie du don. Donc j'avais décidé d'expérimenter ça par moi-même. Et à ce moment-là, j'ai rencontré donc, les 5 autres fondateurs. On avait une vision commune autour de cette question de l'intelligence collective, de la nécessité de repenser nos moyens de faire ensemble, les méthodes à mettre en œuvre et comment on pouvait l'étudier de manière scientifique, puisqu'on est tous issus de ce genre. Et c'était quoi le moment de vérité? Qu'est-ce qui fait que tu es... D'abord, qui t'a inspiré? Comment tu es passé à l'économie du don? Comment je suis passée à l'économie du don? J'ai lu pas mal de choses là-dessus. J'avais lu certains écrits de Jean-François Noubel, de Tan aussi, que j'avais pu croiser. Je me suis beaucoup nourrie de TEDx, comme beaucoup de gens, je pense. Et tout ça, j'ai énormément creusé, parce que j'ai une maladie, c'est que je lis énormément beaucoup de choses, notamment des publications scientifiques. Et c'est ce qui a fini par me donner envie aussi de m'intéresser. Je suis tombée dans le libre et l'open source quand j'avais 9 ans. Donc tu t'en es jamais ressorti, en fait? Non, c'est horrible. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait qu'on finit par être militant. Donc je travaillais déjà dans le libre à ce moment-là. À côté de l'archi, j'avais
j'avais une petite passion un petit peu geek aussi, ce qui fait que je m'intéressais aussi à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle aussi, entre autres. Et donc, avec les 6 personnes, les autres fondateurs, on a eu une longue conversation une soirée, et en 3 jours, le projet du LICA est né parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment une nécessité de créer ce grand écart entre ces 2 technologies, entre la technologie dite humaine de création d'intelligence de groupe et la technologie numérique qui est en train d'émerger. Pour nous, on ne voyait pas de différence, c'est de la création d'intelligence, et comment ça peut être vraiment mis à bon escient, au service du vivant, et pas l'inverse. Merci pour cette petite présentation. Je vais passer à toi, Laurent, toujours dans la jeune génération. Laurent, avec ton associé, vous avez cette incroyable vision face à la dureté du monde, de mettre de la bienveillance. Hein, c'est ça votre mot-clé, votre façon de regarder le monde, c'est mettre de la bienveillance face à la dureté des quartiers difficiles de Marseille. Tu nous racontes un peu comment Synergie Famille est née ? Oui. Alors déjà, merci pour la jeune génération. Petit message à ceux qui ne sont pas très près comme moi ce matin et qui ont joué les prolongations hier soir. Ça veut dire pas quinca. Alors moi, mon histoire, c'est celle de millions de gamins qui n'ont pas trouvé leur place à l'école ou pour lesquels l'école n'a pas fait de place. Et la chance que j'ai pu avoir, alors j'avais un cadre familial qui était quand même en soutien. J'ai réussi à aller péniblement jusqu'au bac, mais encore une fois, en mode souffrance. Je pense que j'ai pleuré chaque jour de ma vie entre la maternelle et le CP déjà. Et quand je sors de l'école, je suis quelqu'un qui est absolument lessivé, qui a une estime de lui dans les chaussettes, qui a un niveau de confiance qui est au plus bas. Et j'ai eu de la chance. La chance, c'est que j'ai eu l'occasion de rentrer dans un dojang, on appelle ça en coréen. C'est un lieu où on pratique le taekwondo, pour ceux qui connaissent. Et j'ai pratiqué le taekwondo. Il se trouve que j'étais pas trop mauvais en taekwondo. Et j'ai fait du taekwondo, j'ai progressé. T'es bien en colère aussi. Peut-être un peu. T'es un peu énervé. Et non, l'idée c'est juste le message là-dedans, c'est quoi ? C'est que j'ai réussi à construire de la confiance, de l'estime et à faire les premiers pas, je dirais, dans ma vie socio-professionnelle, grâce à la confiance acquise dans le champ du sport. Tu peux nous rappeler les valeurs morales du taekwondo ? La première, je pense que c'est la détermination. C'est évidemment le respect, et autant le respect de soi que le respect des autres. C'est évidemment en particulier la combativité qui est une valeur qui est extrêmement importante. Et c'est aussi justement cette notion de bienveillance. Pourquoi cette notion de bienveillance ? Parce que respecter son adversaire, c'est aussi le combattre. Et l'adversaire que vous avez en taekwondo, c'est aussi la personne qui va être votre principal allié, parce que c'est la personne qui va vous aider à progresser dans la vie. Et ça, c'est un enseignement qui est extrêmement intéressant. C'est là, en fait, où philosophiquement, tu passes de l'individuel au collectif, en fait. Exactement. D'ailleurs, on en parlera après, mais le nom même de Synergie Family, je pense que dans les synergies, la synergie, c'est vraiment cette notion d'intelligence collective, mais je vous en toucherai un petit mot après. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que donc, j'ai eu de la chance, je fais du taekwondo, je fais de la compète, je suis à peu près repéré, la fédération taekwondo repère ce que je fais sur Marseille, je crée un club de taekwondo sur Marseille qui progresse assez vite, et on me propose de venir, moi le petit gars marseillais qui n'avait pas forcément réussi à l'école, on me propose de venir prendre la responsabilité du département formation de la fédération taekwondo, donc basé à Lyon. Donc c'est tout un ensemble de petits pas, alors je vous les passe assez vite, mais tout un ensemble de petits pas avec des vrais small victories, c'est-à-dire tout le temps la lumière sur la réussite, la lumière sur ces petits pas de succès qui font progresser l'individu. Et c'est ça qu'on a voulu reproduire avec Franck Tortel, qui est le cofondateur avec moi de Synergie Family, mais qui ne s'appelait pas Synergie Family, qui s'appelait Synergie Sport Sud à l'origine. Notre sujet était simple, on n'avait pas l'ambition, je vous parlerai un peu de l'histoire de Synergie tout à l'heure, effectivement aujourd'hui c'est une grande structure, mais on n'avait pas du tout cette ambition-là. Nous, notre ambition, elle était simple. On avait une passion, on avait un outil, on avait, grâce à cet outil-là, qui étaient les outils liés au sport et à l'animation, réussi à construire de l'estime, de la confiance, à développer un vrai projet socio-professionnel. Et on s'est dit, nous, on va dupliquer ça dans les quartiers sensibles de la ville de Marseille, là où il y en a vraiment, vraiment besoin. Il se trouve qu'on vient nous chercher un jour, on vient taper à la porte de Synergie, ça s'est souvent fait comme ça au démarrage, en nous disant, dans un des quartiers, pour ceux qui connaissent Marseille, Val-Barel, Néréide, c'est un quartier dans lequel le gymnase vient de brûler pour la 3e fois. La ville de Marseille en a marre de financer la rénovation de ce gymnase. On a le minibus du centre social qui vient d'être volé. En gros, on voit bien qu'il y a une vraie opposition, il y a une vraie défiance de la jeunesse par rapport à l'institution à la fois municipale et centre social.
Et en fait, on vient nous dire, les gars, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose ? À ce moment-là, on a déposé les statuts 3 mois avant, on n'existe pas. La ville vient nous voir en nous disant, est-ce que vous êtes capable de le faire ? Est-ce que vous avez des équipes ? On dit, bien sûr qu'on est capable de le faire. Donc la crise atomique, on développe un projet en quelques semaines. Et ce projet-là a fait qu'au bout de 6 semaines environ, il y a eu dans le quartier, dans un quartier qui était extrêmement tendu, il y a eu une fête avec toutes les générations, toutes les personnes issues de ce quartier-là, qui sont réunies grâce au travail qu'on avait fait, à la présence qu'on avait fait et les connexions qu'on avait pu faire. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait une excellente transition. Mon camarade Jacques-François, alors je voulais vous dire que moi je suis tombé dans les nouvelles technologies en 86, donc je pensais qu'il y avait personne de plus jeune que moi qui était tombé avant, et puis j'ai rencontré Jacques-François. Et Jacques-François, il m'a appris un mot qui résonne exactement avec ce que Laurent vient de dire. En plus du libre et du gratuit et du collectif, il faut rajouter le mot diversité. Alors tu nous expliques ta conception de la diversité, puis au passage tu peux raconter un petit peu ton accointance avec le numérique depuis, je crois, le début des années 80 ou la fin des années 70. Alors, oui, bon, on m'entend ? Tu vas arriver à faire fonctionner ça. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je me suis occupé de numérique pas du tout exprès, puisque je suis philosophe de formation, et à un moment donné j'ai eu beaucoup de temps parce que j'avais décidé de ne pas repasser le concours de Normal Sup que j'avais loupé, et donc j'ai fait énormément de choses en création littéraire, en politique, en plein de domaines quand j'étais juste étudiant, et à l'époque c'était le moment des tout premiers micro-ordinateurs. Et au passage, tu es toujours éditeur, hein, donc tu t'es bien mangé. Au passage, ça m'arrive toujours de faire d'autres... Explique les actus que tu publies. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'il y ait le traitement de texte, etc., tout un ensemble de domaines dans le champ de la production de connaissances était juste accessible uniquement aux professionnels qui sélectionnaient ce qui pouvait être publié, etc. Et moi, je me suis emparé de ces outils-là pour plusieurs usages, entraîné autour de moi une petite bande de copains, et puis au fond ça a structuré des trajectoires personnelles et professionnelles qui se sont fondées parce que des nouveaux outils de ce qu'on appelle maintenant le numérique ont rendu accessibles des potentiels à beaucoup plus de monde qu'avant. Et donc ça s'est joué, moi je l'ai vécu dans la production de revues littéraires ou la production d'idées politiques ou la production de choses comme ça. D'autres l'ont vécu du côté de la vidéo, de la musique, de pratiques artistiques et encore beaucoup d'autres. Et en fait, ce qui nous a intéressés, j'ai monté des entreprises avec, j'ai fait un peu de logiciel, un peu de conception de services un petit peu partout. Et puis au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu compte que ce qui nous avait intéressés dans ce sujet qu'on appelle maintenant le numérique, c'est pas la technologie, c'est le potentiel de ces technologies entre les mains du plus grand nombre. C'est-à-dire le fait que vous, moi, c'est dans notre poche, c'est des choses sur lesquelles on peut interagir, etc. Et donc, si je passe très vite les étapes, avec mon camarade Daniel Kaplan, début 2000, on a fondé la FING, qui s'appelle Fondation Internet Nouvelle Génération. Vous pouvez casser à chaque mot, donc on dit la FING. On n'est pas encore une fondation, on est toujours une association pour la fondation. FING.org. Voilà, FING.org. Et en fait, l'idée de base, c'était de se dire, début 2000, on savait ce que le numérique allait donner côté technique dans les 10 années qui suivaient. C'était pas très compliqué, parce qu'au fond, il faut un certain temps. Ce qu'on fait facilement, on pense que c'est pas compliqué, mais c'était très visionnaire. C'était très, très visionnaire ce que vous aviez prévu. Et vous vous êtes heurté, je crois, à l'incompréhension, au retard, au conservatisme de certains politiques de mémoire de l'équipe Jospin. En fait, tout était compliqué. J'allais dire, le bol qu'on a eu, c'est qu'on s'était dit, on fait quelque chose qui est d'intérêt général, d'utilité publique, c'est-à-dire monter une structure d'anticipation des transformations numériques non techniques. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Et le coup de bol qu'on a eu, c'est qu'on a été très très faiblement soutenu politiquement par des gens qui étaient plutôt nos amis, et que donc quand il y a eu le 21 avril 2002, on n'est pas mort. C'est-à-dire qu'on a pu continuer parce qu'on avait complètement diversifié les soutiens qu'on trouvait, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a créé la FING, on avait déjà un peu plus de 15 ans d'élan dans ces domaines-là, et
le monde du numérique était structuré, et toujours un peu structuré, par des figures de grands experts, des figures de grands gourous, etc., qui disent oh, l'autoroute passera par là, qui se trompent la plupart du temps. Et nous, on s'est dit... qui n'ont pas l'écoute. et on s'est dit... Il faut faire autrement, d'où ta question sur la diversité. Il faut faire autrement, c'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble des gens qui ne vont pas être au départ dans un consensus industriel ou intellectuel, mais qui vont être d'accord pour discuter. Donc le secret de fabrication de la FING... C'est l'ouverture, c'est diversité et ouverture. C'est le fait de se dire, on met ensemble des praticiens et des chercheurs, des grandes entreprises, organisations et des petits, du public et du privé. Alors, tu peux rajouter l'humilité, parce qu'en fait, vous faites un aller-retour permanent entre la théorie et la pratique, c'est ça ? Absolument, théorie et pratique. Si je prends un petit exemple, en fait, l'histoire qui nous est arrivée, c'est qu'on s'est emparé de tous les sujets que croise le numérique, c'est-à-dire tous les sujets. Ça veut dire qu'on a travaillé sur les inégalités sociales, les questions environnementales, les mutations du travail et de l'emploi, et encore beaucoup d'autres, de l'éducation, la mobilité, les transformations urbaines et autres. Et puis aussi depuis les objets techniques, c'est-à-dire l'ouverture des données, les algorithmes. Voilà, donc on pourrait te baptiser frelon pollinisateur en fait. C'est ça. Mais la conséquence du fait qu'on a couvert, en n'étant pas très nombreux en équipe permanente, tous ces sujets-là, c'est qu'on est mauvais en tout. Potentiellement à peu près rien. Ouais, enfin bon, tes visions, tu les publies dans Actu, tu peux expliquer où on trouve ça. À peu près rien de ce qu'on fait, on ne peut le faire seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on s'est mis à bosser sur le croisement entre l'allongement de la durée de la vie, donc le rajeunissement, comme dit Anthony Giddens, et le numérique, nous, on était des buses absolues en compréhension de ce qui se passe du côté du 3e et du 4e âge, etc. Il fallait qu'on trouve des gens qui soient d'accord pour nous faire confiance sur un ensemble de méthodes et d'attitudes pour... le point d'entrée, c'est comment on arrive à avoir à la fois des très bons sur certains domaines et baisser complètement la barrière à l'entrée de l'autre côté. Donc, rebondissant sur ce que disait Ethan il y a un instant, comment on fait pour documenter ce qu'on fait ? Depuis sa création en début 2000, tous les travaux de la FING sont en licence libre. On a en fait importé une licence libre qui avait été conçue par notre ami Jean-Michel Cornu sur la vidéo de quartier dans l'Essonne, etc. Et on l'a traduite avant qu'il y ait la licence Creative Commons en disant il faut que tout ce qu'on fait soit accessible à tous et que nos financeurs, quand par exemple c'est des entreprises privées, etc., acceptent que leurs concurrents aient directement accès à ce qu'ils ont financé. Sinon, on s'en sort pas parce qu'il faut baisser la barrière à l'entrée, que des gens pas prévus puissent monter à bord de ce qu'on fait et que sur cette base-là, on puisse s'attaquer à des sujets qui sont en général simultanément les sujets prometteurs et les sujets compliqués dont la société a besoin de se parler. Tu réponds à ma question sur ta publication ? On fait Internet Actu, tu veux dire ? Oui. Internet Actu, oui, on a un petit média Internet Actu qui paraît chaque semaine depuis pas mal d'années, qui est souvent repris par Le Monde ou d'autres. L'adresse Internet internetactu.net, mais voilà. Depuis le site de la FING, vous tombez dessus. Et en fait, effectivement, toute la production Internet Actu est en licence libre depuis le début. Voilà, donc vous avez en fait je ne sais pas si vous mesurez la puissance de ça et le beau cadeau que tu nous fais, Jacques-François. Vous avez un visionnaire en avance sur son temps depuis 1980 et qui vous fait le cadeau de vous mettre à disposition sa vision pour les 10 années à venir. Donc n'hésitez pas à aller visiter son site. On va revenir maintenant à l'actualité, Tan, avec Right to Repair, avec Audrey aussi, puisque finalement, c'est ce que nous expliquait Laurent tout à l'heure, on répare en fait, on répare partout, on répare dans les cités, on répare l'exclusion. Et donc Tan, explique-nous comment c'est né cette initiative Right to Repair. Merci. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on se connaît avec Jacques-François et la FING depuis l'origine, quasiment. Donc, on s'est croisés au tout début de cette hypothèse que l'Internet était pas simplement une machine à écrire un peu améliorée, mais vraiment une manière d'ouvrir la connaissance et de la fabriquer ensemble. C'est ça le message. C'est que grâce à Internet, vous pouvez être producteur, discuter avec des gens à l'autre bout du monde et fabriquer une connaissance partagée sur des besoins collectifs. Donc, partant de là, si vous voulez, l'idée des Right to Repair, c'est un peu la synthèse de tout ce qui a été dit. Puisqu'en fait, Laurent et Audrey font partie de cette belle aventure du Right to Repair. En français, le droit de réparer. Il y a pas mal de gens dans la salle qui connaissent cette affaire, n'est-ce pas, Bénédicte ?
Donc l'idée, c'est que dans mes aventures de Crapaud Fou avec Cédric Villani, c'était fin 2016, le bouquin est sorti en 2017, on avait déjà, avec Cédric, anticipé que le numérique et l'IA, l'intelligence artificielle, serait à la fois potentiellement ce que Stigler appellerait un pharmacone. Ça peut être bien ou mauvais selon ce qu'on en fait. Et donc on s'était dit comment faire que les gens comprennent l'enjeu. Et donc on avait fait cette hypothèse qu'il y avait un tsunami qui arrivait, qui était le réchauffement climatique. Et très vite on a vu qu'il y en avait un deuxième qui était l'IA, parce qu'aujourd'hui avec les machine learning et ce genre de choses, n'importe qui peut faire une machine intelligente. Sauf que l'intelligence n'est pas celle qu'on croit, c'est pas forcément un truc qui a du sens, c'est simplement une machine qui anticipe des possibilités par rapport à un traitement statistique de données. Donc c'est quelque chose qui est potentiellement très dangereux. Un gars avec un master avec un ordinateur peut faire de l'IA aujourd'hui. Donc ça veut dire que n'importe qui en Chine, au Canada, en Israël peut faire un truc qui peut prédire plein de choses. Donc on voit que l'enjeu là est peut-être même plus rapide, plus immédiat encore que le problème du réchauffement climatique. Et le troisième, c'était bien sûr le fait que vous avez les fake news, Cambridge Analytica, tout ce qui s'est passé autour des élections américaines. Et donc avec Cédric, on était vraiment parti sur l'urgence de réveiller les consciences. Donc le Crapaud Fou, si vous le regardez... Qui a donné une loi. Pardon ? Qui a donné une loi qui a été copiée dans plein de pays. RGPD, oui. Mais donc, si vous voulez, le Crapaud Fou, et je vais revenir du coup sur le Right to Repair, c'est un batracien. Si vous regardez sur Internet, vous verrez, c'est un truc vert, évidemment, un crapaud. Et il a un débouche-WC sur la tête. Je l'ai inventé un jour sur une soirée un petit peu sympathique, on va dire. Voilà, les batriciens ne boivent pas que de l'eau. Il y en a plein qui font ça aussi, donc tout va bien. C'est un débouche-toilette. Hein. C'est un débouche-toilette, et c'est l'idée de déboucher les horizons et déboucher les esprits. Et donc, dans cette idée, on s'était dit, il faut que les gens comprennent ce qu'ils ont dans les mains. Ce que vous avez dans les mains tous, vous avez peut-être 1, 2 ou 3 smartphones, vous avez des écrans, en moyenne on passe 4 heures devant un écran aujourd'hui. Ce sont des machines qui vous aident, effectivement, mais il faut savoir, Google a par exemple expliqué qu'il voulait devenir le meilleur ami de tout le monde. Donc vous avez en fait une machine qui va suivre tout ce que vous faites, avec un traitement des données qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Et surtout, le deuxième point, c'est que la machine, même si on pouvait enlever les logiciels qu'il y a dessus, vous ne pouvez pas la réparer. Et c'est là le point de départ du droit de réparer. Dans mes aventures de Crapaud Fou, j'ai rencontré David Lee, fin 2017, on avait donc sorti le bouquin, et je l'ai rencontré à Nouméa de manière improbable. On était tous les deux invités pour être les guest speakers du MEDEF, en fait. Et je trouve un Chinois qui vient avec des petites valises et qui fait bosser des gens, des collégiens de 13 ans. Et le gars, il arrive à mettre en place en une matinée des rovers, donc ça va sous l'eau, et des drones, ça vole, avec une petite mallette, et des jeunes qui avaient 13 ans. Et donc, au bout d'une semaine avec le MEDEF, tout le monde était sur la plage avec nous, en fait, à bidouiller ces machines. Et de fil en aiguille, je lui demandais est-ce que tu viendras en France présenter tes inventions magiques, parce que c'est du droit de réparer, open source, et surtout c'est du open hardware. Essayez vous-même avec vos enfants, si vous voulez bricoler les écrans que vous avez dans les mains, vous allez les faire exploser. C'est très compliqué de réparer une machine aujourd'hui parce que c'est conçu pour ne pas être réparable. Soit c'est la batterie qui ne marche pas, soit c'est l'écran qui est fragile, enfin, toutes ces choses-là. Et donc avec David Lee, on postule l'idée pour toucher tout le monde, il faut sortir de l'open source, effectivement, qui est juste la partie numérique, virtuelle de l'information. Il faut toucher ce que vous avez dans les mains. Et la chance qu'on a, on s'est dit, mais tout le monde a un écran dans les mains, tout le monde a un téléphone. Est-ce qu'on peut ouvrir le téléphone ? Voilà. Donc, on va dire, c'est Socrate qui s'attaque aux machines numériques que vous avez dans les mains. Et à l'époque, David Lee me dit, moi j'ai déjà fait des expérimentations à Shenzhen. Savoir que Shenzhen, parce qu'il venait de Shenzhen avec le premier Fab Lab de Chine, qui s'appelle le Shenzhen Open Innovation Lab, et qui est en lien avec le CRI d'ailleurs. Et donc David Lee, qui est au départ un free software développeur comme toi, enfin c'est des gens qui aiment hacker les logiciels libres, il s'était dit pourquoi j'arrive pas à ouvrir mon téléphone. Et donc sa femme lui a dit, général, ras-le-bol qu'il y ait plein de machines dans ton garage, va faire un Fab Lab ailleurs que dans le garage. Il ouvre le premier Shenzhen, donc Fab Lab, et il se met à bricoler toutes les machines électroniques. Il faut savoir que 90% des pièces détachées que vous avez dans les mains viennent de Shenzhen. Vous voyez un raccourci. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui a un Fab Lab sur Shenzhen, c'est assez facile de prendre les recettes que lui va développer, d'aller acheter les pièces détachées dans la rue, à prix coûtant, et de faire son propre objet. Et donc, depuis 2004, David s'est mis à bricoler des téléphones, et quand je l'ai rencontré fin 2017, il avait déjà fait Wiko. Wiko, c'est pas Fairphone. Wiko, c'est à Marseille, c'est une boîte française. En 6 mois, c'était des Toulousains qui étaient venus le voir, enfin, Toulousains marseillais qui étaient venus le voir, en disant, pour Noël, on voudrait avoir un téléphone ouvert, réparable, est-ce que tu peux nous bricoler le truc ? Il l'a fait en 6 mois. Donc Wiko a décollé. Aujourd'hui, David Lee fait tous les téléphones portables d'Afrique. C'est 400 millions d'unités par an. C'est plus que les autres fabricants, mais on ne le sait pas parce qu'il les donne en open source. Donc il n'y a pas de marque dessus. Donc c'est le premier fabricant du Kenya, d'Éthiopie, même de la Somalie, je crois qu'il a attaqué maintenant, enfin plein de pays, le Ghana aussi. Et ça crée des boulots. Et alors voilà, donc l'idée c'est que David Lee, je le rencontre à l'époque, il me sortait des téléphones à 200 € qui n'étaient pas très jolis, la définition n'était pas bonne. Aujourd'hui, il en sort à 50 €, réparables. Et il est fait avec des gens qui ont... les plus jeunes ont commencé à 13 ans.
Il a commencé à bricoler avec des femmes en prison à Nairobi. Tu peux dire, il sort les jeunes de la rue. Ouais, alors je vais vous donner un exemple encore plus parlant, c'est toujours le proof of concept. Il dit, pour prouver que ça marche, il faut que je prouve ça avec des gens les plus improbables possibles. Et donc il a travaillé avec des femmes en prison à Nairobi, avec une fondation, et ils arrivent en très peu de temps à montrer que ces femmes qui n'ont aucune qualification, qui en général se sont fait violer par les gens du village, qui peut réparer ces femmes, qui peut réparer les objets, et que ça crée des marques qui ont du sens. Et du coup, ces téléphones deviennent les meilleures ventes du Kenya, évidemment. Parce que les gens se disent, mais cette histoire est fabuleuse. Des téléphones faits par des femmes en prison, et en plus qui sont dans les conditions qu'on peut imaginer au niveau physique et mental, on va acheter ces téléphones-là. Voilà, donc le droit de réparer des buts comme ça. Et ensuite, donc, je demande à David, est-ce que tu viendras en France faire un road trip, donc un voyage, pour expliquer ce que tu fais, mais physiquement avec tes petites mallettes, quoi. Et David Lichich, je viens. Et ça a démarré en 2018, il y a pile un an. Donc premier road trip en mai, et c'est là que je croise la route d'Audrey. Je lui dis, viens avec moi dans la voiture, on va faire un truc assez marrant. Elle me dit, ah, j'aime bien cette histoire, je viens avec toi. Et on est remonté de Marseille jusqu'à Roubaix, en passant par Montreuil, où j'habitais à l'époque. Et en fait, à chaque fois qu'on s'installait quelque part, on voyait des fondations, les incubateurs, Engie, Suez, les fondations des grands groupes. Et en fait, on leur disait, la technologie qui sert, c'est pas celle qu'on va faire à la Silicon Valley, pour faire, on a beaucoup rigolé avec ça, des smart egg cookers, pour 2 millions d'euros le pitch, pour servir à des gens qui ont de toute façon trop d'argent à dépenser pour des trucs idiots. Et on se dit à ce moment, on va hacker ce truc-là. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu peux montrer tes inventions de l'innovation par la rue et pour la rue? Et c'est comme ça que le Ride to Repair est arrivé en France. Donc en mai, on est arrivé dans une petite voiture qu'on appelait la Crapaud Mobile, avec un Fab Lab Dex, avec un ancien inspecteur de l'éducation nationale, Guy Sinig, que je salue au passage. Et on remonte, et à chaque fois qu'on rencontre des gens nous disent, mais c'est génial ton truc de Ride to Repair. Et du coup, on s'était dit, on va réparer 3 choses. On répare les objets, on répare les gens, et on répare la planète. Puisque du coup, il n'y a pas d'obsolescence accélérée où vous achetez des machines qui pètent au bout de 6 mois. Et en fait, pour vous dire à quel point David Lee est absolument incroyable, quand il vient faire le road trip, il avait déjà commencé à hacker les robots fermiers. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui est avec l'école polytechnique de Lausanne. À Lausanne, ils sortaient des robots fermiers pour à peu près 15 000 euros, ou même plutôt 150 000. C'est des machines qui vont faire de l'intelligence artificielle pour détecter les plantes qu'il faut enlever. Donc c'est des bases de données énormes avec ces machines qui calculent plein de trucs. David Lee nous sort une petite machine avec des collégiens de 13 ans, en 3 mois, avec un téléphone portable collé sur un petit truc avec des roues. Et en fait, c'est les gamins qui apprennent à la machine ce qu'il faut désherber ou pas. Donc la machine fait 3 tours, et au bout de 3 tours, elle sait ce qu'il faut enlever ou pas enlever. Ça coûte 1 500 euros. Voilà, donc toute l'histoire de hacker, les voitures, c'est pareil. David arrive avec une petite idée, il me dit, je vais te sortir des voitures électriques à 3 000 euros au lieu de 50 000 euros de la Tesla. Qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il simplifie la machine, il enlève les verrues qui la rendent obsolète, et en fait, il prend un modèle qui est un petit peu la voiture de golf, le golf kart, si vous voyez comment ça fonctionne. Et du coup, il fait un kit, vous prenez ça, vous le mettez dans le moteur de n'importe quoi, et ça fonctionne à 3 000 euros. Ils viennent terminer un bootcamp juste hier. Ils sont en train de fabriquer plein de voitures sur ce modèle-là. C'est pas forcément bien, mais l'idée, c'est d'ouvrir en tout cas le modèle de la Tesla. Donc voilà, juste pour... Alors ce qui est fascinant, vous voyez, dans ce modèle avec David, c'est un petit peu comme avec Paul Duhan, c'est-à-dire il a 25 ans, mais on a déjà une innovation par an et demi depuis l'âge de 21 ans. Moi, je trouve ça absolument génial. Paul, j'aime beaucoup, on soutient son initiative à la Fondation parce qu'il a mis au point à San Francisco un modèle pour faire arriver plus vite les ambulances sur les lieux de détresse, pour que les ambulances stationnent à un endroit plus optimal entre 2 appels et que les ambulanciers aient les dossiers médicaux dans un milieu 4e âge. Et donc, ils sauvent des vies. Donc, on va faire des pilotes dans les 5 ans qui viennent, dans des toutes petites villes comme Mumbai, comme Shanghai, peut-être comme Tbilissi aussi, pour avoir comme une vraie petite ville. Et essayer de généraliser ça sur le niveau mondial. Donc vous voyez, quand on parle de collectif et numérique, en fait, on peut partir d'une petite innovation, puisque quand il était chez Eventbrite, il en a eu marre, un petit peu comme Audrey, il était en quête de sens, et donc il a juste pris un bout de l'algorithme d'Uber, c'était un peu le départ, et puis un peu de la même façon, 1 an et demi après, quand il fait Bob pour Pôle emploi, il démarre finalement par un outil qui va brasser de façon transverse toutes les bases de données qui ne se parlent pas. Et donc, il est capable de dire aux menuisiers au chômage à Dunkerque, demain, vous avez un job à Limoges. Et puis, petit à petit, il développe un coach de vie. Donc, le chômeur, entre 2 jobs, il déprime plus, il va faire du sport, il appelle des copains, etc. Donc, vous voyez que là, on a vraiment des exemples, on pourra en prendre d'autres, qui sont généralisables à la planète.
Et donc, par le collectif, le numérique, on peut arriver d'une petite innovation dans une petite ville comme San Francisco ou dans un endroit finalement restreint comme Shenzhen et arriver à avoir un impact mondial sur les pays africains, etc. Alors, Tan, en fait, philosophiquement, tu as élargi le modèle parce que finalement, tu viens d'un milieu modeste, même s'ils sont des grands intellectuels, des grands hommes d'État de ton pays d'origine. Et tu dis, il faut hacker le système. Donc, explique-nous ce que c'est hacker le système. Alors, hacker, c'est toujours cette idée de prendre le contrôle des choses qui sont utiles. Je ne parle pas de hacker des choses comme les smart egg cookers, mais de hacker les choses qui font votre quotidien. Donc, on va dire, il y a bien sûr l'enjeu de l'habitat, ce que font vos fondations, hein, l'eau, l'assainissement, la nourriture, l'habitat, etc. Et surtout les inégalités et je dirais le problème de la diversité, puisque finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui ont une bonne place sur la planète et les autres qui sont laissés de côté. Donc, pour moi, hacker le système, c'était de donner la connaissance à tout le monde et surtout faire qu'il n'y ait pas de verticalité dans lequel vous êtes, vous en tant que fondation, toujours celui qui est en haut qui décide et les gens derrière qui reçoivent. Faire l'inverse, que ce soit des gens qui puissent avoir des propositions, c'est un peu l'idée de synergie, de se dire on leur donne les outils et c'est eux qui vont faire ce qui va les aider à, c'est ce qu'on appelle apprendre, non pas à leur donner du poisson, mais leur donner la canne à pêche pour qu'ils aillent pêcher. Donc c'est ça pour moi, okay, c'est de faire un modèle bottom-up dans lequel on donne aux gens les moyens pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Voilà, donc c'est une espèce de révolution citoyenne où tu dis il y a quand même des gens qui sont totalement conflictés, qui sont les industriels, qui font des choses avec de l'obsolescence, avec des choses comme ça, qui ne sont pas dans l'intérêt, en fait, et qui en plus créent de la pollution, créent de l'hyperconsommation, créent beaucoup de choses qui ne sont pas souhaitables de notre point de vue. Bah, disons que moi j'aime bien les modèles win-win, gagnant-gagnant, et non pas des méchants et des gentils. Donc pour moi, venant plus du monde des entreprises, j'ai gardé beaucoup d'amitié avec plein de grandes boîtes, etc. Et j'ai souvent ces conversations avec les patrons de fondations ou des patrons de grandes entreprises sur le sens qu'ils donnent à leur vie, eux, en tant que personne unique en haut de la fondation. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec des grands donateurs, en fait. Et en fait, compte, ils se disaient, moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir eu plus d'impact. Parce qu'au fond, même quand je donne de l'argent, à la limite, on me crache dessus. J'ai eu ces discussions, d'ailleurs, Bénédicte, on a des discussions assez drôles avec la Fondation Bettencourt à l'époque, sur quand on est riche et qu'on veut donner de l'argent, on se fait cracher dessus. Comment on fait pour que ça fonctionne bien? Et l'idée, c'est, ce qu'il y a ici, c'est d'avoir une Audrey et un Laurent qui viennent de témoigner. Lui, il a fait 5 heures de route hier soir pour arriver à minuit de Marseille, et se dire qu'est-ce qui fait qu'il va venir discuter. Donc comment on fait pour que ces gens aient envie de venir nous voir? Et donc pour moi, tout le modèle, c'était d'inverser la pyramide, de faire que tout ce qu'on veut donner de bon soit reçu par tout le monde dans le meilleur des... Donc le right to repair, c'est cette idée toute simple de Socrate depuis le départ. Et effectivement, tu mentionnes que mon grand-père était quelqu'un d'important au Vietnam. C'est une personne qui a joué un rôle important dans l'éducation. Et je me suis dit, tout simplement, il faut hacker tout ce qu'on pourrait leur donner pour leur donner les clés qui leur permettent ensuite en anglais on appelle ça l'empowerment, de leur donner les moyens de prendre le contrôle de ces outils. Donc le right to repair de David m'a semblé une évidence quand j'ai vu qu'on pouvait toucher les smartphones que tout le monde a dans les mains, les voitures électriques pour les gens qui sont handicapés, âgés ou autres, et tout le monde ensuite au rond de la courbe, et ainsi de suite. Et donc le right to repair, pour terminer le hacking le plus géant qu'on ait fait à ce stade, c'est qu'on est tombé sur la route grâce à François Tadei et d'autres personnes. J'ai croisé en fait Estelle Sauva, qui était à l'époque le haut commissaire aux compétences chez Marielle Pénicaud. Et elle avait monté un truc dans le plan d'investissement des compétences, 15 milliards d'euros à dépenser sur 7 ans. Elle avait créé un petit truc qui s'appelait 100% inclusion, 240 millions d'euros. Et ça, c'était au mois de juin dans le road trip avec David. Et elle me dit, mais ton truc est génial avec tes téléphones, tes voitures et tout ça. Il faut que tu fasses une proposition pour rentrer dans le 100% inclusion. Et vous allez gagner haut la main parce que personne dans les gens qui proposent, c'est un peu le même modèle classiquement, on va donner de l'argent aux pauvres, on appelle ça les NEETs, Not in Education, Employment or Training, donc c'est les invisibles, et on va toujours avoir le même modèle, on va leur filer de l'argent, et puis ils feront ce qu'on peut avec eux, etc., etc. Et toi, tu vas leur donner des téléphones, tu vas leur donner de l'emploi, ça va être durable, ça va être utile pour tout le monde. Il faut que tu postules. Ça, c'était en juin. Ouais. Et alors, avant que je revienne à Audrey et Laurent sur le right to repair et comment eux, ils le vivent, et puis que vous prépariez vos questions, parce que dans 10 minutes, on va attaquer les questions, tu dis quelque chose de très important. Dès ton premier livre, des abeilles et des hommes, tu dis qu'en fait, effectivement, à partir du moment où on va partager la connaissance de façon libre et gratuite, ça va totalement changer la chaîne de pouvoir. Tu peux expliquer ça ? En fait, ça permet de répondre aussi sur le right to repair. C'est cette idée toute simple que si vous donnez aux gens les moyens d'aller pêcher, au lieu de leur donner du poisson, il y a des chances qu'ils aillent plus vite dans la transformation du monde, tout bêtement. Et si vous remplacez le poisson par le smartphone et l'Internet des objets, IoT, vous touchez 90% de la planète quasiment. Donc c'est cette idée, le right to repair est un projet qu'on a déposé, on a commencé en juin. IoT, redonne la définition. Internet of Things, donc Internet des objets, c'est-à-dire tous les trucs connectés.
Donc c'est pas seulement, je vais vous dire un truc, c'est pas seulement votre téléphone, pour tous ceux qui jouent avec là actuellement, c'est aussi votre frigo, et c'est aussi les DLC, les dates limites de consommation que vous avez dans les supermarchés. Quand vous achetez de la nourriture dans un supermarché, vous passez à la caisse, la machine enregistre ce que vous avez acheté, la date de consommation, etc. Donc ça veut dire que l'IoT, il est dans tout ce qui est numérique. Donc c'est absolument partout. Donc si vous voulez, l'idée, c'est de dire on va transformer l'IoT, on va l'ouvrir, et avec ça, on va pouvoir toucher plus de monde. Et donc simplement pour vous donner une idée des enjeux, on est parti avec cette idée complètement dingue avec la Crapaud Mobile et Audrey, et puis d'autres personnes. On fait le tour de France. Et à la fin, avec Estelle Sauva, qu'on a même, on l'a hacké, là, elle est venue nous voir à Lille, on l'a emmenée en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin. Le lendemain, elle faisait une présentation à Marrakech. Bon, c'est juste extraordinaire d'avoir des gens pareils qui vous suivent. C'est quand même quelqu'un qui était le numéro 2 du gouvernement à l'époque du ministère du Travail. Et donc on a postulé le projet et on l'a gagné. Et donc aujourd'hui, on est avec Synergie Family qui est venu nous aider sur la partie justement de toucher les gens. Parce que nous, on n'était pas crédibles. Moi, je ne peux pas aller à Marseille. Si je leur dis je viens vous aider, ils vont... On descend dans les territoires, on en parlait hier matin. Mais donc voilà, c'est un peu cette idée d'aller chercher les gens là où ils sont. Laurent peut parler au NITS, moi je ne peux pas. Et toi, tu peux parler à certaines personnes, etc. Chacun peut parler à des gens qui leur ressemblent. Et donc, on a gagné ce projet avec 10 millions d'euros, en fait, sur 3 ans, pour accompagner 1500 personnes, 1500 NITS, et pour les mettre sur ces filières. Donc, il y en a qui vont faire des téléphones, d'autres vont faire des trottinettes, enfin, pas des trottinettes, des petites voitures électriques, ou ce qu'on veut. Et c'est cette idée d'aller dans les territoires. Donc, en ce moment, là, je reviens de Gap. Avant, la semaine dernière, j'étais à Nantes. Et on est en train de faire le tour de France, des gens qui ont envie de bouger, avec ces kits tout simples. Imaginez des gens qui viennent vous apporter de quoi de bricoler, et en une matinée dans un Fab Lab, vous avez vos gamins qui peuvent fabriquer quelque chose qui fonctionne et qui est réparable. Et à ce moment-là, l'argent que vous donnez dans ce genre de projet, il est multiplié par autant de territoires et autant de Fab Labs et autant de makers que vous rencontrez. C'est cette idée toute simple de donner aux gens les moyens, non pas de pêcher, mais de fabriquer l'Internet des objets. Donc ça, c'est aussi une révolution pour les parents. Il y a beaucoup de gens ici qui me disent moi, j'ai mon gamin qui est surdoué. Je viens d'apprendre que ton fils est rentré à Lausanne, à l'école polytechnique à 15 ans, tu vois. Les Paul Duane, il y en a plein ici, des gens qui sont surdoués et qui ne trouvent pas leur place dans la société. Parce qu'on leur dit, tu vas faire les concours, tu vas passer par Parcoursup, etc. Donc il y a aussi un enjeu par rapport aux enfants, d'où aussi le CRI, dont j'ai beaucoup parlé avec François Tadilly. Depuis toujours, on s'est dit, tout le monde devrait apprendre toute sa vie et partager ce qu'il apprend. Donc de 13 ans jusqu'à 88 ans, chez nous, le plus vieux crapaud fou a 88 ans et le plus jeune a 8 ans. Puisqu'on parle du CRI, tu peux peut-être dire un mot de Fabienne Casalis et son combat pour l'autisme féminin. Oui, alors je peux dire un mot. Alors le CRI, j'espère que vous savez tous ce que c'est que le CRI. Centre de recherche interdisciplinaire, François Tadilly, Société apprenante. C'est ce crapaud fou qui a eu cette idée complètement dingue de se dire on peut être apprenant toute sa vie depuis l'enfance jusqu'à la fin et partager ce qu'on sait et en faire un élément valorisant. Et il l'a fait rentrer dans, je dirais, des boîtes assez classiques où on peut reconnaître ça sous forme d'un diplôme, même si ce n'est pas le diplôme qui nous intéresse en réalité. Donc par rapport à ça, donc la question c'était... Rappelle-moi. C'est pas grave. On va passer à Audrey parce que tu as beaucoup parlé. On va te laisser te reposer un petit peu. Alors Audrey, comment est-ce que le LICA nous amène dans l'intelligence collective et numérique et comment vous innovez? Quelles sont vos priorités en ce moment? Alors, nos priorités, il y a le right to repair, puisqu'en ce moment, on a quand même des choses à préciser sur le dossier, puisque la Caisse des dépôts nous a demandé de bien repréciser le dossier et de transformer certaines choses pour pouvoir déclencher le projet, qui est quand même un projet sur 3 ans pour 1500 personnes à hauteur à peu près de 10 millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gros, donc on a pas mal de priorités là-dessus. On en a une autre, ce qui est de sauver le lieu, dans lequel on essaye d'incarner finalement ce monde qui fait ce grand écart entre le vivant, entre le biologique et le numérique, et quelque chose d'un petit peu différent sur nos modes de gouvernance. Donc on a un lieu à Marseille qu'on essaye de sauver. Donc si vous avez des idées pour comment sauver un tiers-lieu et le créer, je suis preneuse. En tout cas, on travaille là-dessus. C'est un pont des rencontres ici, donc voilà. Tu fais bien de faire un appel. Voilà, là, c'est vraiment une urgence pour nous. Sinon, nos priorités, là, c'est vraiment de lancer nos projets citoyens et le domaine de la recherche. Donc on lance des projets de recherche-action avec des citoyens, notamment autour de l'IA au service de l'intelligence collective. On lance aussi des projets de recherche sur l'intelligence collective elle-même. Et à travers aussi le projet Right to Repair, on va pouvoir voir quel impact on peut avoir grâce aux nouvelles méthodes d'intelligence collective pour créer de l'engagement, puisque finalement sur les populations telles que les NITS, la vraie question c'est comment on les engage, comment on les source, et ça je laisserai largement Laurent l'expliquer parce qu'il l'incarne parfaitement, mais comment on peut les engager, comment on peut leur donner les clés de demain. Enfin je sais pas vous, mais pour moi c'est la coopération.
C'est-à-dire que demain, la seule chose qui va vraiment nous permettre de la résilience, c'est de coopérer avec les humains et avec tout l'ensemble du vivant. Et alors, si vous êtes trop timide pour parler, Audrey, le site c'est LICA, LICA-Europe.org. C'est ça. LICA-Europe.org. Laurent, à toi, comment ça te parle, Right to Repair, puisque finalement c'est un peu l'essence de Synergie Family, non? L'essence de Synergie Family, elle est simple en fait, c'est vraiment la question du sens. C'est de replacer, alors on parle toujours d'insertion, d'inclusion, d'intégration, notamment quand on parle des quartiers. Et pour autant, pour nous, ce qui est important, alors encore une fois, on pourrait parler de cette notion d'ikigai chère à François Tadei. L'ikigai, c'est quoi? C'est ce que vous aimez vraiment faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous contribuez, ce dont le monde a besoin. Et ce qui est important, et je pense que c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur au sein de Synergie, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on n'essaye pas de partir, qu'on essaie de partir réellement des gens, des talents, des potentiels et de mettre la lumière sur ces talents et sur ces potentiels. On parle depuis tout à l'heure effectivement de l'accélération des intelligences artificielles, on parle de l'accélération de la digitalisation, de la numérisation, et finalement, cette accélération-là, elle est susceptible encore davantage de creuser des écarts entre ceux qui y ont accès et ceux qui n'ont pas accès. Notre sujet à nous, et au travers notamment de ce Right to Repair, c'est de redonner accès à ceux qui en sont le plus éloignés à ces différents outils, mais pas dans le vide, pas pour leur donner accès simplement. C'est pour faire en sorte de pouvoir développer, les sensibiliser sur leur talent, sur leur potentiel d'épanouissement. Encore une fois, moi, ce qui me choque assez, notamment, c'est ce qu'on évoquait notamment sur le Right to Repair. Le projet s'appelle effectivement, auquel on a répondu 100% inclusion. Mais 100% inclusion, en fait, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On a des tonnes de jeunes qu'on vient inclure à un moment donné dans une formation, dans un emploi, et je pense que vous avez tous des expériences à partager, et sur le fait que ces expériences-là ont échoué. On n'est pas dans le cadre d'une inclusion qui est durable. Pour obtenir une inclusion durable, il faut vraiment partir de ce que les gens ont vraiment, vraiment envie de faire, de leur talent. Et c'est vraiment le sujet de Synergie Family, et c'est ça qu'on essaie de développer, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le cadre des actions périscolaires. Juste peut-être un sujet là-dessus. Synergie. Alors, je vous disais tout à l'heure rapidement, on est effectivement né dans un quartier de Marseille, et de projet en projet, Synergie, on est passé globalement en 3 ans, c'est une start-up sociale qui est passée de 2 à peu près à 200 collaborateurs, 200 salariés, en très très peu de temps. Ce qui a fait, je pense, le succès de la structure, en tout cas de la vision, c'est celle à un moment donné d'être en capacité de s'intéresser vraiment, vraiment aux personnes avec, déjà de l'écoute, c'est-à-dire qu'un jeune, n'importe quel jeune, que ce soit dans une école, dans un quartier, etc., la première chose à faire, c'est de prendre ce recul et de l'écouter vraiment, simplement. 2, la considération. Considérer vraiment l'individu, considérer vraiment son talent, considérer vraiment son potentiel. Et 3, la solution. Et la solution, elle se crée. C'est pas nous qui apportons la solution. Et c'est là où, encore une fois, on s'appelle Synergie Family, c'est pas pour rien. C'est parce que cette solution-là, elle est déjà, et c'est ce que tu disais, Tan, aussi tout à l'heure, elle part vraiment d'abord de la personne, de l'individu, de son projet, de son talent. Et ensuite, nous, on va mettre tout autour les conditions de réussite de ce projet-là. Et effectivement, dans le cadre du Right to Repair, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de connecter ces NEET, les personnes qui sont avec nous dans les centres sociaux, qui sont avec nous en pied d'immeuble, dans les cités, etc., avec un projet, avec une très très forte valeur ajoutée, un projet d'innovation et un projet qui va effectivement utiliser le meilleur de la technologie, le meilleur de l'intelligence artificielle, mais aussi le meilleur des sciences de l'éducation et de ce qu'on peut apporter en matière d'innovation sociale. Alors, avant qu'on passe à vos questions, puisqu'on est pile à 10h, il nous reste une petite demi-heure, je t'engage, Laurent, à rencontrer les gens de la Fondation Saint-Pierre qui sont ici, qui font des choses aussi remarquables sur les jeunes. Et je pense que vous aurez des choses à faire ensemble. Alors, qui veut lancer la première question ? La salle est très studieuse ce matin. Oui, j'en prie, monsieur. Alors, vas-y. Oui. Anne, tu es... voilà. Oui. Oui, je ferai passer le... Alors, vous levez, vous présentez. Bonjour, Nicolas Métro de Kinomé. La question à $100 000, ou beaucoup plus. Comment hacker le sens ? On vient d'entendre qu'en fait,
tout ça, ça repose sur la capacité à mettre l'intelligence artificielle, les Fab Labs et le reste au sens de choses qui font du sens, qui vont dans le bon sens. Et on vient d'entendre Laurent qui nous dit le sens, ça vient de ce que les gens vraiment, je suis d'accord, ont envie de faire. Comment on peut mettre ça à disposition du plus grand nombre, et notamment par les technologies de l'information? Et Laurent, vous avez une partie de la réponse, puisque vous nous expliquez hier que dans une conférence passionnante, que grâce aux promenades dans les forêts avec vos parents, vous avez quitté l'esprit école de commerce et vous étiez revenu au sens profond de la nature. Dan, tu veux répondre? Ou Jacques-François, tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Tiens. C'est le sujet sur lequel on essaie de travailler en ce moment à la FING. En janvier, on a publié une tribune qui s'appelait « Quel numérique voulons-nous » et d'où venait cette histoire-là. Donc il y a un site qui décrit tout ça qui s'appelle reset.fing.org et qui dit est-ce que le numérique aujourd'hui n'a pas besoin d'un gros reset? Si je vous le résume autrement, on sait très bien raconter du toujours plus de numérique et nous, le diagnostic qu'on a fait en travaillant à la fois sur des questions, par exemple, sociales et environnementales, c'est que le numérique, c'est pas un horizon. Et qu'en revanche, dans les deux cas, sur les questions sociales comme sur les questions environnementales, le numérique est en plein milieu du problème. Et donc le fait de dire « super, on amène la solution », ça va pas très bien. Une autre raison pour laquelle ça va pas très bien, c'est que le numérique arrive de façon coloniale. Nous, les gars du numérique, on vient expliquer à des gens qui sont des gros experts de leur domaine, bon ben voilà, ça va être facile, il va suffire de former les travailleurs sociaux en 2 jours, évidemment, ils vont pouvoir intégrer les usages des démarches en ligne aux relations des personnes avec l'administration. En fait, c'est bizarre, ça marche pas très très bien, ça fabrique pas une grosse estime de soi, etc. du côté des gens. Et pour revenir sur ce que Laurent disait, en fait, dès lors qu'on raisonne comme ça, on est dans une logique de voiture-balai. C'est-à-dire on est dans une logique où il va falloir récupérer les attardés. On a eu toute l'année 2018 un énoncé qui me paraissait troublant, qui est, voilà, il y a 13 millions de gens qui sont en dehors du numérique, les pauvres, comment est-ce qu'on va les rattraper? Moi, je fais de la recherche là-dessus. J'ai fait un projet ANR pendant 4 ans qui s'appelle Capacity, qui dit qu'il faut changer de grille de lecture et arrêter de se dire comment inclure les gens dans le numérique, mais se demander comment, dans quelles conditions le numérique est capacitant ou incapacitant, comment est-ce qu'on conçoit des dispositifs ou des environnements ou des situations ou des configurations capacitantes au lieu d'essentialiser les difficultés des gens. Et avec l'environnement, c'est juste pareil, c'est-à-dire que si on suppose le technosolutionnisme, en aucun cas les acteurs légitimes de l'environnement ne sortiront de leur technoscepticisme. Donc il faut faire de l'interculturel plutôt que du colonial, et il faut arriver à se dire, au lieu de réfléchir sur l'impact du numérique sur la société, est-ce que nous pouvons envisager les impacts de la société sur le numérique et avoir une fabrique d'intention et avoir le fait de se dire demandons-nous ce qu'on veut, on voudrait que la valeur soit répartie autrement, on voudrait qu'il y ait plus de démocratie technique et que les systèmes soient réparables, on voudrait que tout... Et en fait, on a identifié une dizaine de leviers et on construit en ce moment un programme pluriannuel de 2019-2022, histoire de se dire en 2022, est-ce qu'on aura progressé sur des façons d'envisager le numérique au service d'eux, mais des façons qui vont se traduire, par exemple, dans les principes d'action des investisseurs, par exemple, dans les critères des commanditaires, et par exemple, dans les façons dont les concepteurs des dispositifs numériques vont intégrer nativement des préoccupations de réparabilité, parce que c'est encore mieux si on a prévu d'emblée la réparabilité, l'allongement du cycle de vie, la non-obsolescence, etc. Et d'emblée des critères d'inclusion et de capacitation. Alors justement, moi je voudrais qu'on reste 2 secondes sur ce sujet d'incapacité avant de te passer la parole, Tan. Dans la Fondation Guépard, on a un gros sujet, nous, autour du déficit de l'attention, que tu connais bien. C'est quoi le rétro-design de l'attention et la question intentionnelle, s'il te plaît, Jacques-François? On s'est rendu compte, pas mal de gens se sont rendus compte, il y a un très bon bouquin de Tristan Harris qui est un repenti de Google qui s'appelle Time Well Spent et qui explique comment les acteurs, des grands acteurs du numérique développent tout un ensemble de façons de capter notre attention, parce que les modèles économiques d'aujourd'hui sont fondés sur la captation de plusieurs formes d'attention. Et que voilà, ils travaillent sur notre cerveau avec des outils algorithmiques, des outils d'interaction, etc. Et donc,
comment est-ce qu'on arrive à prendre des systèmes techniques dont nous nous servons tous les jours pour, j'allais dire, faire leur détox, les démonter et les réinventer dans des approches qui sont moins prédatrices de l'attention, qui nous permettent de restaurer un peu de notre libre arbitre et de notre capacité de choix, et qui éventuellement intègrent des dispositifs qui font qu'on n'est pas constamment agressé par les notifications, pas constamment entraîné là où on ne veut pas aller, pas constamment gardé devant une page qu'on voudrait quitter ou évadé d'une chose qu'on est en train de lire, etc. Donc ça c'est un travail collectif qu'on a conduit avec des gens assez hétérogènes. Bizarrement, on a eu un tout petit peu de mal à ce que les grands concepteurs mondiaux des systèmes les plus prédateurs se prêtent au jeu avec nous. Ça, c'est un étonnement. En revanche, voilà, dans des configurations intrafamiliales, on regarde comment les enjeux attentionnels, par exemple, sont constamment convoqués. Tan, tu voulais répondre sur le sens ? Merci. C'est marrant parce que Nicolas Bétron, on s'est rencontrés, je ne sais plus où, mais on s'est déjà vu, c'est sûr. Il y a un certain temps déjà. Donc moi, sur la question du sens, pour compléter ce que dit Jacques, François, c'est pour moi, le sens ne peut pas venir de l'extérieur. Parce que si on te dit le sens, c'est ça, bah, ta droite et ma gauche, c'est l'inverse déjà. Donc il y a cette question essentielle qui est de choisir, trouver son sens d'abord de soi, et ensuite peut-être faire cohorte, trouver des gens qui vont dans le même sens pour être pas tout seul dans le chemin qu'on va explorer. Donc l'hypothèse du crapaud fou, c'est que le sens ne peut venir que d'une personne, de soi-même, de l'intérieur, mais ensuite c'est comment on fait l'échelle, comment on passe à l'échelle. Et pour nous, le vrai travail des crapauds, avec au départ Cédric Villani, puis les gens qui nous ont accompagnés, aujourd'hui en moins de 2 ans, on est 165 000 personnes à minima, voire beaucoup plus, qui fonctionnons sur ce modèle-là, c'est de se dire, on fait l'hypothèse que, ça part de soi, donc on fait le pas de côté. On va chercher ce qui nous parle, et notamment les TDAH, notamment l'autisme, notamment les surdoués, notamment les gamins en difficulté, les NEETs. Ils ont des besoins tellement importants que si on leur donne un tout petit peu une possibilité de voir la lumière, ils vont se précipiter. Donc nous, on est parti sur l'hypothèse qu'il faut partir des vrais besoins là où ils sont les moins servis, là où c'est le moins bancable. Parce que du coup, on a plus de chances que les gens rentrent dans la démarche de faire le pas de côté. Et ensuite, on va remonter la courbe de Gauss, on va prendre les déviants, qui sont vraiment très déviants, on va remonter sur les moyennement déviants, donc les surdoués, etc. Et puis ensuite, on va montrer que ça marche, donc c'est la preuve de concept. Et moi, je rigole en disant que c'est le proof of concept, parce qu'une fois que vous plongez dans ce travail individuel de one-to-one, de trouver le sens qui fait que le dirigeant me dit je viens de comprendre un truc, et d'un coup, sa vie change. C'est con, hein, c'est comme dans les films de science-fiction, la personne change de visage. Mais il y a vraiment ce truc, pour moi, ça peut partir que de l'individu, ça pose la question de l'échelle, et le sens ne peut absolument pas venir de l'extérieur. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous lisez un petit peu les actus, c'est très drôle, il y a le meaning washing. En 2002, c'était le greenwashing, donc on met un peu de vert, on met un peu de panda, et puis c'est bien. Après, il y a eu du board washing, donc pour que ça soit bien, on va vous laisser 20% de votre temps pour faire autre chose. Aujourd'hui, c'est dire, on a trouvé le meaning washing, c'est voilà, faites comme moi, vous asseyez par terre, 20 minutes de méditation, une petite cloche, et puis après, vous payez 20 000 € la semaine, et vous avez le patron de Twitter qui paye ce truc-là, quoi. Et ça, c'est le meaning washing. Et donc, vous avez aujourd'hui des Chief Happiness Officers, ça existe, hein, les CHO, j'espère que vous n'en avez pas trop chez vous, mais c'est des gens qui vont vous vendre le bonheur au boulot. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre une machine à café, on va déguiser le DRH en quelqu'un qui fait de la méditation, qui part à Katmandou régulièrement, etc. C'est juste à mourir de rire. Ce que je veux dire, c'est que toutes les périodes ont leurs défis. Et en 2000, c'était le greenwashing. Aujourd'hui, c'est le meaning-washing. Et demain, ça sera je ne sais quoi. La seule chose que je vois de constant dans tout ça, c'est donner aux gens les clés pour se libérer, d'où l'histoire de Socrate, qui est pour moi le premier hacker de l'histoire. Donc la liberté, le sens, pour moi, c'est donner aux gens les moyens de chercher leur chemin, leur ikigai. Laurent ? Ouais, sur la question du sens, juste partager une expérience récente et actuelle, je dirais. Je vous disais tout à l'heure que j'avais arrêté l'école relativement jeune, aux alentours de 17 ans. Et là, je suis parti faire une expérience anthropologique en executive MBA à HEC. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette expérience anthropologique, c'est que je me suis rendu compte que donc, le profil des exécutifs MBA, c'est des profils qui ont entre 40 et 50 ans et qui arrivent finalement avec exactement les mêmes problèmes que mes jeunes de quartier. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 40 ou 45 ans et ils n'ont absolument plus aucun sens. Alors ouais, ils sont arrivés à une certaine échelle sociale, un certain niveau social, etc. Mais en fait, ils s'emmerdent dans leur vie. Ils s'emmerdent terriblement. Ils n'ont plus aucun sens, ils n'ont aucun impact sur l'extérieur et leur confort de vie ne les rend pas du tout heureux. Et c'est à ce moment-là où finalement je me rends compte. Alors moi, quand je suis arrivé à HEC, vous imaginez, j'étais un peu intimidé. Finalement, je me suis rendu compte. Vous savez, on veut toujours combattre ce fameux syndrome de l'imposteur quand on n'a pas fait trop d'études. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens
qui avaient réussi des études, qui avaient réussi leur carrière, et qui en fait, c'était eux qui étaient timides. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, et vraiment pour le coup, je le vis comme une forme d'expérience anthropologique, c'est de se dire que la question du sens, elle est valable tout au long de la vie. Que la question du sens, et je crois que Tan, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi comment est-ce qu'on continue à rester en mouvement. Comment est-ce que tout au long de sa vie, on n'oublie pas de marcher. Pour moi, vraiment, la question, le mouvement, c'est vraiment la vie. Je pense que l'homme a besoin réellement de bouger pour maîtriser son destin. Et je crois que quel que soit le niveau social, quel que soit l'âge, la question du mouvement, elle est centrale pour continuer à se donner du sens. Audrey, tu voulais aussi commenter. Sur la question aussi de comment on le diffuse, puisqu'en fait, il y avait la question du sens, mais comment on le diffuse ? J'allais rajouter, on va revenir sur la notion de départ de la diversité. C'est-à-dire finalement, il faut qu'on fasse la démonstration qu'on peut le faire. Il faut que des gens comme les crapauds fous ouvrent des portes et disent hey, les gars, ici, on l'a fait et c'est safe, on peut y aller. Et d'avoir une vraie diversité d'approches les plus différentes possibles, on a le plus de chances de créer de la résilience. Et c'est là où on a une responsabilité collective de donner les clés à un maximum de gens et de compréhension des émergences numériques et de la compréhension de tout ce qui peut se faire, de créer de l'expérience pour que les gens se disent où est-ce que je crée de la joie à l'intérieur de moi ? Parce que finalement, on en revient au bonheur, mais qu'est-ce qui crée de la joie ? Tiens, ça crée de la joie, alors peut-être que c'est juste. Et comment est-ce que dans ce mouvement d'aller vers ce qui fait de la joie, peut-être collectivement, parce que finalement on part de quelque chose d'intérieur, mais comment on va créer du sens aussi de manière sociétale, comment ça va devenir démocratique, ça demande aussi de donner des clés, parce qu'on ne peut pas finalement demander l'avis des gens s'ils n'ont pas déjà eu les clés pour comprendre le contexte, les vrais enjeux qui sont là aujourd'hui. Donc de la diversité à communiquer et d'expérience et de compréhension des choses. Voilà. Bon, je peux dire que votre question a suscité beaucoup de réactions. Qui veut poser la deuxième question ? La salle est muette. Francis, je suis sûr que... Madame, je vous en prie. Et monsieur, ensuite. Merci. Donc, Audrey, on pourrait peut-être échanger sur la question de votre tiers-lieu. Je pourrais peut-être essayer d'avoir des idées. Et vous, pour nous, sur d'autres domaines. Moi, il y avait deux choses qui m'interpellaient. Une plus macro qui était en train, au fur et à mesure où on travaille dans ces domaines, et nous, on travaille aussi pas mal dans ces sujets-là, on s'aperçoit que c'est plus des ajustements de modèles, c'est des complets changements de modèles. Et ça, un certain nombre commencent à le comprendre quand on plonge dedans, quand on s'y met, etc. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Et en même temps, ces changements de modèles vont forcément, comme toute période je dirais, de révolution et de crise, on dit souvent que du chaos naissent les étoiles, moi j'adore ce terme, mais il y a pas une période de chaos, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des changements, voilà, si on est, et moi je suis tout à fait d'accord avec ce right to repair, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a énormément de stratégies de consommation. On voit les jeunes aujourd'hui, et même plus jeunes, je commence aussi sur Vinted par exemple, mais Vinted en même temps, toute l'industrie de l'habillement et de la mode, c'est un pan entier. Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui sont écartelées, parce que je connaissais quelqu'un qui travaille dans le groupe ID Group et qui dit à titre personnel, je trouve ça super Vinted, mais à titre de ma boîte et de mes salariés et de l'ensemble de l'équipe, c'est révolutionnaire. Donc voilà, je voulais juste dire comment on appréhende ça et comment on fait pour accompagner ces transitions de fond. La deuxième qui est plus, pas micro, mais plus parce que ça m'anime moi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de m'entendre hier matin, mais c'est notamment la question des territoires ruraux. Et comment est-ce que vous pourriez nous aider à hacker la question de la mobilité physique en territoire rural, ce qui est indispensable, et la mobilité culturelle et intellectuelle. Dan, voilà. Tu as 5 minutes. Et voilà, c'était. Merci. Et après Jacques-François, et puis on fera un petit tour en fait. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Vraiment, je ne pourrais pas résumer autrement. Vous avez posé la question exactement de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et on n'essaye pas, on le fait en fait. Je réponds donc, je vais prendre le mot que vous avez utilisé, du chaos naissent les étoiles. En 2002, quand j'ai commencé à faire ces projets d'éco-quartiers libres et ouverts, c'était Los Angeles, c'était l'hypothèse qu'une ville détruite pouvait devenir un exemple de reconstruction. Et ce qu'on a réussi, je peux vous documenter ça si vous voulez, mais c'est une ville de 7500 habitants. Aujourd'hui, tout le monde vient visiter cette ville qui a réussi à se reconstruire. Prends ton temps quand même, hein, articule. Ouais, mais bon, et respire surtout, respire entre les phrases. Merci Thierry, on se connaît comme depuis assez longtemps, donc on peut rigoler. Mais en fait, donc, c'est un premier exemple du chaos naissent les étoiles, d'une ville qui a retrouvé sa fierté,
qui a un storytelling qui a été reçu par l'UNESCO, etc. Enfin, plein de choses. Premier démonstrateur ADEME de développement durable par les habitants et non pas par les gens qui vont leur dire ce qu'il faut faire. Le maire a été élu en 2014 à 100%. Et c'est quelqu'un, il n'y avait pas d'opposition, c'est un mode de vie. Voilà. La deuxième chose, c'est maintenant sur les territoires ruraux et par rapport à ce changement de paradigme. Si je le prends par rapport à ce que je vous ai raconté sur les téléphones portables et le fait que ça va très vite, on va prendre le territoire de la Drôme, dont je reviens à l'instant, parce que je travaille avec ces gens-là maintenant de manière depuis 2 ans. Romans, sur Isère, ce genre de ville, vous voyez, les chaussures qui périclitent, c'est l'endroit où il y a le plus d'innovation actuellement. Et j'ai rencontré un jeune start-upper quand j'étais à Nantes, pour l'université Jules Verne. On était devant 800 personnes du MEDEF, etc. Et c'était il y a une semaine pile poil. Et ce jeune garçon a créé une boîte qui s'appelle 1083. C'est une start-up qui marche super bien. 1083, c'est la plus grande distance entre Menton et la ville la plus éloignée, c'est en Bretagne. Et il s'est dit, j'en ai marre que les jeans viennent de loin, avec le coton qui pollue, etc. Je vous la fais courte. Il a inventé un modèle dans lequel le jean est fabriqué en France, avec le moins de kilomètres possible. Donc ils ont enlevé les rivets, ils ont fait plein de trucs très très astucieux. Cette boîte a une croissance qui est juste extraordinaire. C'est l'un des exemples de start-up plus réussis qu'on connaisse. Et c'est fondé au départ sur une ville, un territoire où les emplois étaient partis. Et juste à côté, on a la plus grande usine de déconstruction des voitures, parce que les gens qui ont été licenciés ont dû inventer quelque chose. Et cette usine déconstruit des voitures, récupère les pièces. Donc on a tous les éléments, si vous voulez, pour faire ce que Los Angeles a fait pour les écoquartiers. On va faire sur la Drôme un projet sur cette fameuse IoT, Right to Repair, à l'échelle d'un territoire rural. Et quand vous regardez les gens qui sont là, c'est ça la beauté de l'histoire, c'est des gens qui sont arrivés il y a 20 ou 30 ans, très souvent des Parisiens qui voulaient une meilleure qualité de vie, et qui ont une intelligence supérieure à ce que le territoire leur offre. Du coup, ils se mettent ensemble, ils fabriquent un truc. C'est ça l'histoire du crapaud fou. Excuse-moi, je t'interromps une seconde parce que là, tu viens d'aborder un sujet extrêmement important. On voit, par exemple, dans les zones rurales, très souvent dans les pays en voie de développement, qu'on saute une génération, par exemple, sur la téléphonie mobile. Moi, j'aimerais bien que toi et Jacques-François, vous nous donniez votre vision à 10 ans sur l'Internet des objets. Ouais. Par rapport à la question de madame, évidemment. Hein. Oui, par rapport pour moi, la réponse, elle est vraiment dans... Enfin, il y a une chose qui est peut-être... J'aime pas trop la prospective, dire il va se passer ça. Je peux vous dire simplement l'intention et, je dirais, la probabilité que ça se passe, peut-être. Pour nous, l'intention, c'est de dire ce qu'on a fait avec Los Angeles, qui est une démonstration vivante, c'est de le faire maintenant avec l'IoT, que tout le monde ait accès aux machines à minima, que quelqu'un dans la communauté avoisinante puisse vous aider à réparer le truc et éventuellement vous emparer de la chose, que ce soit une voiture pour aller sur la mobilité, parce que les trucs dont je vous ai parlé, l'histoire de la voiture de David Lee, ça s'applique à une trottinette, à un 3 roues, à un tricycle, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment cette idée que les gens aient le contrôle de leur mobilité. Donc pour moi, l'hypothèse, c'est que les communautés, c'est ça l'effet d'échelle du crapaud fou. Il y a un premier fou qui est David Lee, ensuite il y a nous, on était 5-6 au départ, aujourd'hui c'est 10 millions d'euros et 1500 personnes normalement qui devraient devenir une preuve de concept. Et donc derrière, que ce soit des territoires qui prouvent que c'est possible. Donc moi j'ai rigolé en disant c'est pas la proof of concept qui est un objet extérieur, c'est un proof of concept. Les gens sautent dans la barre en disant mais qu'est-ce que vous avez fait là? Donc à Nantes ça a marché, sur les 800 personnes on a eu une quarantaine de personnes qui se sont précipitées en disant tu reviens en septembre et on le fait. Donc nous on va venir avec des petits kits dans lesquels il y a tous les objets qu'on peut bricoler et l'idée c'est que les makers dans le territoire vont se mettre ensemble et surtout vont travailler au service des gens pour des besoins. Non mais là vous allez énerver Big Brother parce que non seulement vous rendez l'attention aux citoyens mais en plus j'ai perdu, en plus vous leur donnez le pouvoir. T'as vu la machine te coupe au moment où tu dis ça. C'est l'effet de Halo. Moi je dirais que c'est un peu l'hypothèse de Socrate, c'est aussi l'hypothèse de Linux quelque part. On n'est pas obligé de dire c'est l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Après si vous préférez acheter un modèle du Big Brother qui n'est pas réparable, qui coûte plus cher, c'est votre choix, on ne va pas vous empêcher. Nous on fait à côté, on bricole. Ceux qui veulent bricoler, il faut aussi qu'ils s'emparent de la machine, ça prend du temps et un peu d'énergie. Donc moi, pour répondre à la question de la prospective que tu posais, je vais passer la parole à Jacques-François, je pense qu'au fond, tout le monde est conscient que ça ne va pas. Pour revenir à la question de Nicolas tout à l'heure, on est tous conscients que ça ne va pas. Le problème n'est pas l'intention, je crois, aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir comment on fait le premier pas, il me semble. Et la puissance du collectif. Hein. Tu parlais même un jour de réunir les gens dans les stades. Donc, du coup, pour moi, le premier pas, c'est de dire aux gens c'est possible de faire un premier pas. C'était ça l'hypothèse de Cédric Villani et de moi quand on est parti. C'est possible de faire un pas de côté, même juste simplement traverser la rue ou faire un peu de vélo ou aider une vieille dame à traverser, voilà, juste un tout petit pas. Et une fois qu'on a fait un petit pas, si on est 30 000 à faire un petit pas, ça fait une différence. Si on est 165 000 à faire un petit pas, ça se voit aussi. Donc aujourd'hui, notre modèle des crapauds, c'est un premier qui fait un petit pas, les autres autour qui font vite une tache d'huile, et on fait savoir ça très vite grâce au numérique. Et là, on trouve l'ikigai. C'est pour ça que pour moi, la clé, c'est vraiment cette envie, c'est de montrer que c'est possible.
et d'arrêter de se dire à la collapsologie, on va tous mourir, etc. etc. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Le monde ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ça va pas s'arrêter. En 2020, il n'y a pas un jour, ça s'arrête. Donc pour moi, il faut se mettre en mouvement tout de suite, ce que tu dis, et c'est simplement montrer que c'est possible. Voilà, donc c'est ça, moi, c'est comme ça que je répondais à la question de la prospective. Pour revenir sur la question du changement de modèle, en fait, je disais tout à l'heure comment on bascule du toujours plus au mieux, et une partie du mieux, ça va être du moins. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on pense changement de modèle ? Pas parce qu'on est gentil et qu'il faudrait être plus écolo et plus social, mais tout simplement parce que dans le monde de demain, il faut juste être incroyablement plus résilient. Potentiellement, il faut se préparer à ce que ça ne soit pas open bar en matière de ressources énergétiques, de ressources naturelles, de capacités, etc. Je veux dire, on est objectivement déjà, on a déjà beaucoup cramé trop de ressources de la planète. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire de l'innovation sous contrainte, mais sous contrainte forte, et ça rigole pas? Une des seules solutions, c'est de parier davantage sur les capacités humaines, et donc on est émancipateur, on défend des propos, des approches émancipatrices et des pratiques parce que il faut arrêter de supposer que les gens vont accepter utilement de se faire calculer quand on met en place des outils de calcul. Si c'est pas mes objets, si c'est pas mon calcul, etc., ou le nôtre en tout cas, il y a quelque chose qui pose un assez gros problème. Nous, depuis quelques années, on s'est emparé de la question des données, des data, et en se disant les données sont devenues des objets politiques, économiques et sociaux. Comment est-ce qu'on fait la culture de la donnée, la data literacy, qui fait que quand ça s'invite au conseil municipal, quand ça s'invite dans le débat public, etc., on n'est pas juste en train d'écraser les gens sous le poids des données, mais on est en train de créer de la capacité à faire des choses avec. En fait, c'est pas facultatif, mais je pense aussi, pour venir à la question du territoire, que la question va toujours être de dire: je ne sors du fatalisme qu'à partir du moment où j'ai prise sur des choses autour de moi. Alors, je peux avoir prise parce que je suis dans des pratiques, ce qui vient d'être raconté ici, parce que je fais au lieu de juste subir, c'est vraiment hétéronomie, autonomie. Je peux avoir prise parce que je suis dans un périmètre qui peut être celui de mes collègues et de mon organisation, qui peut être celui de mon territoire. Ça fait des années que nous, enfin même depuis les débuts de la FIG, on dit tiens, le numérique s'est développé dans des logiques de dernier kilomètre. Or, à la base, l'Internet, c'est extrêmement décentralisé, c'est-à-dire potentiellement, c'est du premier kilomètre. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on peut imaginer des choses pertinentes et intéressantes, c'est dans une communauté humaine qui va pouvoir s'en parler, faire des choses ensemble, etc. C'est la taille du village, en gros. Dès qu'on fait des choses à la taille du village, il faut supposer non pas qu'elles vont passer à l'échelle du style scale-up sur un mode industriel, mais potentiellement essaimer. Et donc avoir au fond des modèles assez robustes et assez modestes pour que des gens puissent monter à bord, s'en emparer. On a fait un boulot, depuis 4 ans, on fait un travail qui s'appelle Transition au carré sur transition écologique et numérique. Une des choses dont on est content là-dedans, c'est qu'on a fait un kit Agir local pour outiller systématiquement en numérique les stratégies environnementales des territoires et réciproquement. Et le réciproquement est assez important parce que nous, les gars du numérique, on n'y connaît rien. Les 17 ODD, rideau, un agenda 21, on ne savait pas ce que c'était. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Et en fait, on est confronté au fait de dire créons des capacités locales et créons-les par de la réciprocité. Tout à l'heure, tu parlais d'économie du don. En fait, il faut revenir à des fondements anthropologiques. Il faut revenir au fait que la société se fabrique dans le don contre don. Si on ne crée pas des conditions d'échange, on ne va pas faire le bonheur des gens sur leur tête. Ça ne va jamais fonctionner. Quand on bosse, nous, sur les inégalités, les disparités sociales du numérique, on constate que le facteur de disparité, c'est pas combien j'ai fait d'études, combien j'ai d'argent, est-ce que je suis pauvre, est-ce que je suis dans les quartiers, est-ce que je suis en zone rurale et tout, c'est est-ce que je suis isolé ou dans un cadre collectif, associatif, etc. C'est l'isolement le facteur clé. Quand on arrive à créer des configurations collectives, ça fonctionne beaucoup mieux. Est-ce qu'elles sont toujours locales? Pas toujours, mais le fait qu'elles ne soient pas suffisamment locales, par exemple, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a une déprise de territoire où les gens, même s'ils sont nombreux, ils peuvent être nombreux malheureux côte à côte. Donc utilisons ces dispositifs-là comme dans leur facteur de lien et pas dans leur facteur purement de calcul abstrait.
Ouais, je voudrais juste rebondir, j'ai oublié de dire un truc très important. Ouais. Et là, pour le coup, je fais un appel à la salle. Il se trouve que par un crapaud fou, on a eu vent d'un appel très intéressant dans le cadre des 2020. Vous connaissez les projets européens où ils ont 2020, donc il y a beaucoup d'argent. Il reste 400 millions à dépenser entre septembre et décembre sur un appel pour les territoires innovants. Et la personne qui dirige ce projet m'a appelé, un peu comme Estelle Sauva finalement. Et je l'aurai cet après-midi au téléphone. Et elle me dit, votre truc, il est juste génial. Prends le right to repair, l'algorithme, la façon de faire, avec ce genre d'approche qu'on a déjà beaucoup évoqué. Et trouve-moi des territoires qui seraient prêts à rentrer là-dedans et des financeurs pour rentrer dans ce projet, puisqu'il y a 400 millions à dépenser. Et donc on a déjà prouvé qu'on est capable, en très peu de temps avec les crapauds, de monter un projet à 10 millions. On fera peut-être appel à Bénédicte pour nous aider sur certaines rédactions. Mais fondamentalement, cette femme, Laura, qui est vietnamienne d'ailleurs, c'est étonnant, m'a appelé en disant, mais en fait, si tu prends la Drôme, moi je viens de Gap, maintenant je me suis déplacée, je prends Nantes, je prends Mulhouse, je prends plein de territoires dans lesquels on a déjà commencé à faire ce travail local, comme tu évoques. Et à chaque fois, c'était au départ 10 personnes. Et quand on arrêtait au bout de 10 jours, 2 jours après la conférence et les ateliers, je peux vous dire qu'on était plutôt autour de 100 personnes qui me disaient on veut faire une cohorte ici. Bien, reviens avec tes kits et on le fait. On va revenir à Nantes en septembre, on va faire le truc, on va s'installer avec les petits modèles, les téléphones, etc. et montrer qu'on peut faire du local, du numérique au service des gens qui ont des besoins. Mais on va le faire dans les territoires. Donc, si ça vous intéresse, moi je suis là jusqu'à midi ou 14h, on cherche des fondations qui pourraient nous accompagner pour montrer qu'on a... En fait, ce que demande l'appel à projet, c'est d'avoir des territoires et d'autres types d'acteurs que ceux qu'on a déjà mis dans le gros bateau à 10 millions d'euros. Donc vraiment, c'est un appel à vous tous. Si vous êtes intéressés, on peut en discuter. On va écrire ça, je pense, à partir de septembre et il faut remettre la copie avant novembre. On va donner la parole à Audrey et on va prendre la dernière question, parce qu'il nous reste 2 minutes avant la pause et je ne voudrais pas grignoter sur mon ami Francis. Allez très vite parce que je voulais redonner la parole à Tan sur ce sujet. Honneur aux dames. C'était justement... Je vous en prie, allez-y, honneur aux dames. Je vous en prie. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je voulais simplement remercier Jean-François pour ce qu'il a dit, parce que c'était très juste, et synthétiser sur... finalement, on ne sait pas dans 10 ans comment l'IoT va être, parce que 10 ans, c'est très très loin à l'heure des mouvements qu'on a aujourd'hui sociétaux. Mais par contre, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on aura réussi à faire la différence entre ce qui crée de la dépendance et ce qui crée de l'indépendance, et qu'on aura eu l'intelligence de réfléchir à ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Et le numérique n'est pas un solutionnisme magique, c'est juste que c'est là, ça donne des accélérations qui sont certainement nécessaires aujourd'hui. Si on pouvait s'en passer, on le ferait. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on peut se servir des intelligences numériques pour aller beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait avant, pour diffuser justement les informations. Et en termes de mobilité rurale, je pensais simplement citer la fabrique des mobilités de Plaça, qui peut être une réponse aussi très très juste et qui travaille avec nous aussi sur le Right to Repair, et qui est fabuleux, et qui est un copain de Tan aussi. Enfin, voilà. Alors, ma question sera surtout un constat. Le premier, c'est que ce que vous réalisez est absolument extraordinaire et la justesse de votre vision est absolument merveilleuse. Alors, nous sommes sur le terrain, nous sommes une fondation depuis 1918 qui sommes confrontés à toute la misère du monde à travers l'enfance. Et je veux simplement vous dire ô combien nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre vision, nous avons besoin de vos énergies. Nous voyons la vague monter. La vague de tous ces enfants, adolescents, jeunes adultes, qui sont perdus pour la cause, qui deviennent un vrai danger pour la société, et pour lequel nous devons nous unir sans réserve pour essayer d'apporter ne serait-ce que l'amorce d'une solution. Et merci à Thierry d'avoir proposé d'échanger sur ce sujet, parce que nous avons effectivement un rendez-vous le 3 septembre, puisque nous sommes également sur un projet du ministère du Travail, et nous mettons notre copie le 3. Et je pense que l'éclairage que vous pouvez nous apporter peut être fondamental. Alors merci d'avance et merci de consacrer un petit peu de temps à ce projet. Merci. Voilà, je vous demande de remercier chaleureusement nos intervenants avant de laisser la parole à Anne.